Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de Trahison à la DGSE. C'est un livre qui est écrit par Antoine Isambard et Franck Renaud. Et en fait, Trahison, ce sont les traîtres de la DGSE les plus médiatisés dont vous avez entendu sûrement parler à la radio, dans les journaux, si vous lisez comme moi. Et donc, en fait, il s'agit de deux officiers supérieurs, on ne veut pas dire inférieurs, de la DGSE, qui sont à la retraite, qu'ils ont trahi pour la Chine. Et donc l'histoire a duré 17 ans avant qu'il y ait une judiciarisation du dossier. Voilà, donc en fait la DGSE a décidé de laver son linge sale en public à Paris, dans les tribunaux. Et donc on va parler de cette affaire, parce que c'est un super livre. Moi je l'ai lu, donc je vous conseille de le lire. En fait c'est un recueil de gens, de traîtres, de renégats, tout ce que vous pouvez connaître comme terme, qu'ils ont trahi la DGSE, le pays, l'armée, l'OTAN, voilà quoi. Et ce sont des Français, donc on va se focaliser sur ce récit parce qu'on commence dans le livre avec ces deux officiers de la DGSE. Et donc voilà, donc ça c'est le livre à lire que je vous conseille, c'est vraiment bien documenté, il y a des sources anonymes au sein de la DGSE, au sein de l'armée, du ministère des Affaires étrangères. Et donc on en apprend beaucoup plus en lisant le livre que ce qu'on lit dans les journaux. Donc je vais vous faire le récit condensé de ce que j'ai lu. Et voilà, on va démarrer l'affaire. Alors, le premier traître de la DGSE dans le livre, il s'appelle Pierre-Marie Ivernat. Alors, lui, nous sommes en 2017. Et donc, il revient d'un voyage à l'étranger, il était à Zurich, et il passe la frontière avec sa femme Laurence dans la voiture, donc il rencontre les douaniers français. Les douaniers français fouillent la voiture et ils trouvent dans sa sacoche 20 000 € en cash. Donc, Mr Pierre, il n'est pas content, il dit « je suis dans la consultance, dans le consulting, et j'ai besoin de cet argent pour mes activités ». Donc là, à ce moment-là, la douane à Ivry envoie une note à la DGSE comme quoi M. Pierre a été contrôlé avec 20 000 €. Et donc là, la DGSE est au courant qu'il avait 20 000 cash. Donc en fait, lui, il rencontre, Pierre-Marie Ivernat rencontre son officier traitant du Guambo, c'est le ministère de la Sécurité d'État. Alors l'officier, il s'appelle Qiu Jiu. C'est un Chinois avec un visage rond, ce qu'on apprend dans le livre. Il le rencontre 2 fois par an. Et Pierre-Marie donc voyage à Bruxelles, dans les pays du monde occidentaux, voilà, et dans les hôtels. Et donc il a rendez-vous 2 fois par an avec son officier traitant chinois pour lequel il espionne la DGSE. Alors il faut savoir qu'il a travaillé plus de 10 ans à la DGSE. Il va être mis hors d'état de nuire en 2017. Alors en 2017, il y a aussi un autre, son complice Henri, qui lui est un colonel du contre-espionnage opération. Ça s'invente pas, donc c'est une pointure. Mais lui, on va revenir après sur lui. Donc je vous lis un peu. Donc c'est un commandant, si je ne me trompe pas, Pierre-Marie. Et donc il a commencé sa carrière en 1980 à la section en charge du contre-espionnage. Alors Pierre-Marie, il a un frère officier à l'armée de terre et un frère officier à la gendarmerie. En fait, c'est une famille, dans cette famille, c'est une famille vraiment qui est dans le militaire, la gendarmerie, et qui sont au service de l'État. Ça c'est pour Pierre, voilà, donc vous avez lu. Alors il y a une victime, qui est son gendre Pascal, qui est un commandant qui va se marier avec une de ses filles. Alors lui, le gendre, l'ont mis au placard, parce que c'est quand même un risque pour la DGSE. Alors le gendre, il a fait l'école normale supérieure Paris-Saclay, une très prestigieuse école, master en finance internationale à Paris-Dauphiné, c'était une étoile montante de la DGSE, il a fait Saint-Cyr en 2000. Alors, il s'est marié avec une des filles de Pierre-Marie. Alors, lui, il a été mis au placard 3 mois après le mariage. Donc il venait de se marier en 2017 au moment où Pierre-Marie se fait arrêter par la DGSE. Et 3 mois après, donc à la base de virer la DGSE, il est retourné à l'armée, où il s'occupe d'un poste sans être névralgique, on va dire comme ça. Alors lui, c'est le cas le plus intéressant, c'est le colonel, c'est un colonel. Il a 73 ans, aujourd'hui il doit avoir plus
Donc, il a passé une partie de sa vie en Chine. Il était le représentant officiel de la DGSE en Chine. Il a été rappelé en France en 98, en 98. Il était à l'ambassade, il occupait un faux poste de deuxième secrétaire à l'ambassade de Pékin de la France. Il était en fait le représentant officiel de la DGSE. Et donc, lui aussi, il a été interpellé en 2017, comme Pierre-Marie, à l'occasion de son retour en France. Hein. Alors lui, pour lui, la DGSE, je soupçonne d'avoir touché plus de 160 000 euros. Pierre-Marie, l'autre subalterne, là, lui, on le soupçonne d'avoir touché 200 000 euros. Alors, lui, en fait, comment vous dire ça? Comment est-ce que je vais expliquer ça? Donc lui, il avait eu affaire aussi à un officier traitant. Et donc lui, comment vous expliquer ça? C'est par lui que l'affaire commence en fait. Et en fait, l'affaire, on va rentrer dans l'affaire, hein, je vais aller tout de suite dans l'affaire. Mais juste pour vous dire qu'il était en fait le responsable du contre-espionnage, opérationnel sur le terrain. Donc c'est-à-dire qu'il recrutait, il suivait pour protéger la France, quoi. Donc il suivait les espions étrangers. Donc c'est pas n'importe qui, c'est une tête. Il a été en poste aussi au Sénégal. Sénégal qui est un pays ami de la France, où ils ont une base militaire qui écoute les communications dans la corne autour du Sénégal. Il a bourlingué un peu partout, quoi. Donc c'est vraiment un officier traitant, cet Henri, quoi. Et donc tous ces gens-là, le Henri et le Pierre-Marie Hivernat, tous ces gens-là, ils ont des sociétés, hein, d'import-export. Par exemple, Henri, il a une société d'import-export de meubles anciens chinois, entre la France et la Chine. Il a aussi une société de consulting, de consultance, comme Pierre-Marie. C'est une couverture en fait qu'il utilise pour vendre des informations aux Chinois, quoi. Et donc, comment vous expliquer? On va commencer par l'histoire. L'histoire telle qu'elle est racontée dans le livre. Et donc, Henri, en fait, il s'appelle Henri Magnac. Voilà. Et donc, l'autre espion français s'appelle Pierre-Marie Hivernat. Voilà. Donc, on retourne à Henri. Henri, comment vous expliquer ça? Et donc, il occupe un faux poste, il est envoyé à l'étranger. Hein. Donc, l'histoire va commencer comme ça, son recrutement par le Guambo. Il est envoyé à l'ambassade de Pékin, à l'ambassade française de Pékin en Chine. Et il est le représentant donc officiel de la DGSE. Et il va être envoyé là-bas. Et son rôle, c'est de superviser les réseaux clandestins. Clandestins, ce sont des espions français. Qui parlent du chinois, qui sont infiltrés dans les entreprises, dans les secteurs de la finance, enfin tout ce que vous pouvez imaginer, tout ce qui est névralgique pour un pays. Et à côté de ça, il y a les clandestins, ils n'ont pas de couverture diplomatique, hein, donc c'est des gens comme vous et moi qui sont diplômés, qui voyagent et qui servent leur pays. Et donc, à côté des clandestins, vous avez des honorables correspondants. En fait, ce sont les mouchards, ce sont des gens qui vont par sympathie trahir le pays pour lequel ils ont la nationalité, qui sont ressortissants pour un autre pays. Et à côté de ça, vous avez des infiltrés aussi qui sont diplômés. Par exemple, vous avez dans les livres un journaliste, un sino-lisant, je ne sais pas comment on dit, un chinois qui maîtrise le mandarin et parle le chinois. Il a une couverture de journaliste et donc il va intégrer une revue à Hong Kong. Et sa fonction, en fait, c'est de pénétrer le monde politique, hein, les décideurs, avec la couverture journaliste. Et donc tous ces gens-là vont se retrouver du jour au lendemain dégagés de la Chine parce qu'en fait, Henri, il a des problèmes avec sa femme en fait quand il est à l'ambassade, hein, notre espion du contre-espionnage, le colonel. Et donc il vit en fait tout seul à l'ambassade et sa femme, ses enfants sont restés, les deux sont restés en France. Et donc il se dispute avec sa femme. Et puis il se retrouve tout seul, un espion tout seul, il tombe amoureux d'une interprète de l'ambassade, une interprète chinoise qui s'appelle Hong Ji. Hein. Hong Ji travaille pour, comment vous expliquer ça, pour le, je vais vous dire ça, pour le FESCO, le Beijing Foreign Enterprise Human Resource Service Company. En fait, c'est une couverture, une entreprise où il y a des employés, hein, des interprètes, tout ce que vous avez besoin. Hein. Si vous êtes un homme d'affaires, vous avez des employés de maison, un jardinier, tout ça, ce sont des espions chinois. Et ils renseignent, ils sont débriefés une fois par semaine chez FESCO. Leur travail, c'est de vous espionner. Donc, hommes d'affaires, diplomates,
militaires, tout ce qui rentre chez vous chinois, ah ils le savent. Hein. Donc en fait, le Guambo, le MSE, comme on dit, le ministère de la Sécurité d'État, c'est tout ce qui se passe chez vous, quoi, tout ce qui se passe, problème familial. Donc si vous avez des problèmes familiales, le Guambo va vous exploiter vos faiblesses pour tenter de vous recruter. Alors, comme je vous ai dit, il s'est disputé avec sa femme. Hein. Sa femme, en fait, ne sont jamais venus à Pékin, ils sont restés en France. Donc, elle va tomber amoureuse de cette interprète chinoise qui s'appelle Hong Ji. Et Hong Ji, plus tard, va se marier avec Henri, notre colonel du contre-espionnage opérationnel. En fait, comment ça va se passer la chute des deux espions? En fait, c'est en 2015. En 2015, il y a un tournant. En fait, nos espions commettent beaucoup de fautes. En fait, il faut savoir que la DGSE, elle a dépensé 600 000 € en filature, en écoute, interception de mails, interception de conversations téléphoniques. Et donc, c'est surtout Pierre-Henri qui va qui va être le lièvre par rapport au filateur, dans la filature. Et donc la DGSE vont les surprendre dans les hôtels. Il y a des photos qui vont être présentées au procès, parce qu'il y a un procès en fait. Et donc tous ces gens sont suivis, mais c'est surtout en 2015 que la DGSE va comprendre. En fait, la DGSE est au courant que les deux maîtres espions vendent des renseignements pour la Chine. Mais elle ne bouge pas, parce qu'elle n'a pas de procédure. Elle n'a pas la technique, elle est là. En fait, on voit dans le livre qui tourne autour du pot des deux espions, elle les met en guerre. Par exemple, Henri le colonel va vouloir aller vivre chez un de ses fils à la Guyane. Ils vont penser à la DGSE qui va aller espionner les fusées Ariane qui vont dans l'espace, qui envoient les satellites dans l'espace. Et donc, ils ne vont pas bouger, ils vont les mettre en garde. Il y a des mises en garde pour les deux espions, mais ils ne bougent pas réellement, donc les deux continuent. Et donc, comme je vous ai dit, c'est en 2015 que l'affaire va commencer pour la DGSE. Et comment elle va commencer? C'est très simple. En fait, nos espions, ils touchent du cash. Par exemple, Pierre-Henri, il fait des voyages à l'étranger 2 fois par an, il rencontre son officier traitant chinois. Et donc, il va à la banque, il dépose des grosses sommes. Il y a des virements, des grosses sommes d'argent qui transitent de la France à l'étranger. Et donc, il y a un signalement TRACFIN. Et donc, ces signalements, ils arrivent sur le bureau de la DGSE. Et c'est là qu'ils se rendent compte qu'en fait, qu'ils parlent du pognon d'un autre pays. Et donc, avec l'argent, ils sont remontés jusqu'au Guambo. Au Guambo, c'est le service secret. Donc, ils ont compris que ce sont des traîtres. Donc, en 2017, le premier à passer au détecteur de mensonges qui se fait arrêter, c'est Pierre-Marie. Et donc, il va réussir le test du détecteur de mensonges. Hein. Donc, voilà. Donc, ça faisait comme, je vous dis, c'est une histoire ça fait 17 ans qu'il moucharde. Hein. Et donc, il va réussir le test et ils vont lui soumettre un nombre de preuves. Il va nier qu'il n'y a rien. Et en fait, pour Pierre-Marie, il va dire qu'on a essayé de me recruter, alors qu'il est à la retraite, quoi. Et en fait, dans les livres aussi, on apprend aussi que la DGSE a essayé d'en faire des agents doubles. Mais comme vous savez, faire un agent double, c'est très difficile parce qu'à partir du moment où vous avez livré des informations pour un pays étranger, je vois mal le traître retourner dans son pays et jouer contre les Chinois. Ça peut exister, mais il faut être vachement bon hein, au niveau d'officier traitant. Donc Pierre-Marie prend la direction du frigo. Un deuxième va arriver en 2017, être arrêté par la DGSE et passer par le test qui va le réussir aussi, c'est Henri. Et donc lui aussi, il va aller au frigo. Et tous ces gens vont se retrouver au frigo jusqu'au procès. Et donc, encore une chose, Pierre-Marie, il avait 66 ans quand il s'est fait arrêter. Donc, ils ont commencé leur vie et de retraiter. Et donc, c'est fini. Hein. La DGSE, en fait, via leur directeur Bagnolet, lui, il a décidé de judiciariser l'affaire au niveau judiciaire. Quoi. Donc, c'est fini pour eux. Et donc, tous ces gens vont se retrouver au tribunal. Mais au tribunal, il n'y aura pas de révélation. La DGSE... au moment de l'interrogatoire, ignore les informations qui ont été communiquées. En fait, c'est la DGC qui a pris le contrôle de l'affaire quand la DGC les a mis au courant. Donc, ils ne vont pas savoir exactement qu'est-ce qui a été transmis. Mais je peux vous dire que pour Henri, lui, il savait les méthodes de travail, des enquêtes. Il avait un nombre d'informations sur les réseaux clandestins des Chinois. Donc, tout le réseau est tombé. Hein, donc, tout le monde plie le bagage parce qu'on n'est pas sûr. Avec des traîtres, on rappelle tout le monde à Paris, quoi. Donc voilà, ça c'était les deux protagonistes, hein, Henri Magnac, colonel de 73 ans, hein,
qui est vraiment un bon officier traitant. C'est dommage qu'il ait travaillé pour les Chinois. Et donc Hong Ju, sa femme avec qui il s'est marié, en fait, il va se marier avec elle, comme je vous l'ai dit, et il retourne vivre en Chine, hein, et c'est elle qui va le présenter au Guambu, c'est l'interface. Donc Hong Ji, c'est l'interprète, comme je vous ai dit, qui travaille pour la FESCO. La FESCO, c'est une entreprise qui met du personnel de maison d'interprètes pour les ambassades, les résidents étrangers en Chine. Donc c'est elle qui va faire l'interface entre le Guambu et Henri, et c'est en fait, c'est Henri qui va aller chercher Pierre-Marie pour lui dire voilà, il faut travailler pour le Guambu. Donc voilà, ces deux-là ils sont tombés. Qu'est-ce que je peux encore dire sur l'affaire? Bon, je ne vais pas vous tout raconter, hein, parce qu'il faut lire le livre, mais le livre est mieux raconté que moi. Bon, pour moi c'était un peu compliqué parce que je vous dis, hein, on reçoit des informations parcellaires en fonction du livre quand on le lit. Et voilà quoi, donc moi j'ai fait des petites fiches pour savoir un peu voilà quoi, comment ça fonctionne. Mais donc ces sociétés sont toujours actives, hein, des deux, hein, surtout celle d'Henri. Hein. Si vous regardez sur internet Henri Maniac, vous allez trouver la société de meubles et des consultances. Donc j'ai vérifié, ça existe. Hein. Voilà, alors je vais vous lire un petit résumé de quoi ils ont été condamnés au tribunal. Je vais vous lire le rendu du jugement du procès. Hein. Donc, alors Pierre-Marie, Pierre-Marie Ivernat, a été condamné pour crime et délit de trahison à 12 ans de prison. L'arrêt de la cour d'assises spéciale confidentielle, mais que les auteurs ont pu consulter, est sans équivoque. Pierre-Marie est notamment reconnu coupable d'avoir sur le territoire national, notamment dans les Yvelines, 78 et à Reuilly 71, ainsi que de manière connexe et indivisible en Thaïlande, aux Seychelles, en Belgique et en Suisse, ainsi qu'à l'île Maurice de 2006 au 19 décembre 2017, livré ou rendu accessible à une puissance étrangère, en l'espèce au service de renseignement chinois, directement pour l'intermédiaire d'Henri M., c'est le colonel ça, le contre-espionnage, des renseignements, procédés, objets, documents, données informatisées ou fichiers dont l'exploitation, la divulgation ou la réunion est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, en l'espèce des renseignements classifiés provenant de ses activités au sein de la DGSE. L'ex-espion est aussi reconnu coupable d'avoir entretenu des intelligences de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, ainsi que des contacts occultes et dissimulés avec les services de renseignement chinois et en se faisant rémunérer par eux. Ça c'est pour Pierre-Marie. Hein. Après, on revient au colonel Henri. Alors, Henri, pour lequel le parquet avait requis 10 ans, fut, lui, condamné pour crime et délit de trahison à 8 ans d'emprisonnement. Il a livré aux Chinois des choses plus sensibles que Pierre-Marie, mais sur une durée plus courte. Henri a une attitude plus digne lors du procès, observe un familier de l'affaire. La Cour l'a reconnu coupable d'avoir, dans les Yvelines, ainsi qu'en Chine, en Thaïlande, de septembre 1998 au 19 décembre 1997, commis les mêmes crimes et délits que Pierre-Marie. Laurence, c'est la femme de Pierre-Marie. Alors elle, c'est la femme, hein. Elle a palpé le pognon aussi. Alors Laurence, elle est coupable de 4 ans de prison, dont 2 avec sursis pour recel de crimes et délits de trahison. En outre, la Cour prononça à l'encontre de prévenu la peine complémentaire de privation de droits civiques pour une durée de 10 ans. Voilà. En fait, il y a quelque chose que dans le livre qu'ils ont oublié de dire, c'est qu'ils n'ont plus de droits civiques pendant 10 ans, hein, je pense. Voilà. Donc ils ne peuvent plus voter aux élections, ils ne participent plus à la vie politique. Et aussi, il faut savoir aussi que Pierre-Marie, à l'époque de sa trahison, il s'est présenté aux élections avec la femme d'un représentant du Front National, le RN. Et ils ont perdu aux élections. Qu'est-ce qu'on peut encore dire? Le Guambu. Le Guambu recrute beaucoup d'espions. Hein, il faut être un officier supérieur. Vous pouvez palper 200 000, 300 000 euros, 400 000 euros en fonction de ce que vous produisez comme renseignement. Mais on demande toujours pourquoi les Chinois réussissent pas, parce que c'est l'argent. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Dans le livre, il y a une chose qui m'a fait rigoler. C'est un espion de la DGSE qui raconte dans les livres, il dit parfois il faut secouer le poulailler pour effrayer les singes. Voilà. Donc vraiment, ce livre, il faut vraiment le lire. Moi, je l'ai lu, j'ai vraiment adoré. Je fais comme j'ai pu pour vous faire un résumé, mais il n'y a pas de doute, il faut le lire. Il est pas mal. Voilà. Le prochain livre que je vais lire, c'est la DGSE en Ukraine.
Il y a la guerre, hein, vous savez, en ce moment en Ukraine, mais la DGSE est sur le terrain et il y a un livre tout frais qui vient de sortir il y a 2 mois, que je vais commencer à lire ce soir et je vous ferai un résumé de ce qu'ils font sur le terrain au niveau de la DGSE. Donc ça souvent le Strex Action. On sait que dans la presse, la DGSE protège Zelensky de Wagner parce qu'ils veulent le tuer, les Russes ils veulent l'éliminer. Mais j'espère avec les livres apprendre beaucoup de choses intéressantes. Voilà, c'est fini pour Trahison à la DGSE et je vous dis à bientôt. Ciao.